Kadosh V'Nechbad, mes chers amis, je vous invite à prendre donc la page 84, toujours de notre édition du Kuzari, dans les éditions Lishma, commentée par le Rav Shaul David Bochko, Isaac Letov, et donc page 84 avec ce titre, l'autonomie des décisions personnelles. Le Rav nous propose ce sous-titre, la halakha n'empêche pas l'homme de décider de manière autonome dans des domaines importants de sa propre vie, de sa propre existence. De quoi s'agit-il? Il y a une question qui se pose suite à ce que nous avions développé dans les... Si vous étiez attentifs, on a posé toute la louange d'Eretz Israël dans différentes phases, dans le commentaire sur les paragraphes 21 et 24, sur d'abord la centralité intangible de la terre d'Israël, ensuite l'actualité d'Eretz Israël, la montée en Eretz Israël qui l'emporte toujours, et enfin, est-ce que la montée en Eretz Israël est-elle considérée comme le Rav Moshe Feinstein, comme une mitzvah existentielle ou autre? Eh bien, il arrive maintenant à l'autonomie des décisions personnelles, à savoir que une question se pose suite à notre étude. S'il s'agit d'une mitzvah, comme on l'affirme, comme l'affirme le Kuzari, comme l'affirme d'ailleurs la plupart des poskim depuis le Ramban, et dans sa suite la plupart des Gdolim de tous les temps, s'il s'agit donc d'une mitzvah, mais qui n'incomberait pas aux particuliers, mais à la collectivité, alors pourquoi quelqu'un qui veut monter en Israël peut-il contraindre son conjoint à monter avec lui? C'est ce qu'on avait vu, vous vous souvenez. On avait vu que lorsque quelqu'un s'est marié avec Ketouba en Eretz Israël, eh bien, il a l'obligation, s'il vit en Eretz Israël, si il ou elle vit en Eretz Israël, il peut contraindre son conjoint à soit rester en Eretz Israël, soit s'il ne veut pas et qu'il veut quitter Eretz Israël, eh bien, à verser la Ketouba. Si c'est lui qui veut partir ou si c'est elle qui veut rester, donc à réclamer le montant de sa Ketouba. Mais l'inverse est vrai. Si c'est lui qui veut monter et elle non, ou elle qui veut monter et lui non, la même chose, dans les deux sens. Donc, c'est étonnant. Si il refuse et obtenir contre lui le divorce, ça c'est tort, ça semble ne pas aller dans l'esprit, dans l'interprétation selon laquelle la mitzvah serait qu'individuelle. Si ce particulier n'a pas l'obligation de divorcer pour monter en Eretz Israël et que cette éventualité est laissée à sa libre décision, pourquoi a-t-il néanmoins le pouvoir d'obliger son conjoint à le suivre, d'après ce que nous venons de voir, sous peine de divorce? Vous voyez que, pour notre ami qui posait la question, mais qu'est-ce que le Kuzari nous apporte sur le plan de la halakha? Voilà, on est en plein dedans. On n'est pas que dans le domaine de l'ashkafa dans le Kuzari, mais aussi dans le domaine de la halakha. Tachlis les maaseh. La femme ne peut-elle lui dire, mais écoute, tu veux monter quoi que la halakha ne t'y oblige pas? Très bien. Tu as qu'à monter, mais moi, je ne veux pas. Pourquoi, dans ces conditions, devrais-je perdre ma ketouva? C'est ça que... D'accord, si c'était à la discrétion de chacun, comme semblerait le dire, d'après la compréhension du Rav Bochko, de ce qu'a dit le Rav Moshe Feinstein, à savoir une mitzvah existentielle. L'examen d'une autre disposition légale est nécessaire pour comprendre cela, nous dit le Rav. La même Mishnah qui énonce le principe selon lequel Hakol Ma'alin, à savoir tous font monter au pays d'Israël, mais nul n'en fait sortir, stipule aussi tous font monter à Jérusalem, mais nul n'en fait sortir. Ah, alors ça c'est quoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait une telle mitzvah pour aller monter vivre à Jérusalem même. Un couple qui habite en Eretz Israël, d'accord? Si l'un des conjoints veut déménager à Jérusalem, d'un autre point du pays, supposez qu'il habite à Ashdod, Haïfa, ou je ne sais où, à Herzliya, et que l'un des deux veut monter à Jérusalem, il pourrait exiger, d'après cela, de l'autre, de le suivre sous peine de divorce au tort du conjoint récalcitrant, si on suit la logique de Hakol Mali. Or, on ne peut pas dire qu'il y aurait une mitzvah de la Torah d'habiter à Jérusalem plus que n'importe où ailleurs. Pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que c'est marqué. Velishtemota vishamtemba. Vishavtemba, il s'agit de tout Eretz Israël, il ne s'agit pas de Yerushalayim d'Afka.
Donc ce qui est dit, ce que l'on peut dire pour Eretz Israël, on ne peut pas le dire. Baruch haba, vous inquiétez pas. On n'est qu'à l'introduction, vous êtes le bienvenu, vous inquiétez pas. Oui. Ça va. Alors, venez. On a commencé un peu plus tôt. Il a raison qu'on avait annoncé que pour la reprise, ce sera 20h30. Mais c'est parce que... Mais vraiment, vous avez loupé que 5 minutes. Donc la question alors, je vais le rappeler pour notre ami qui vient de nous rejoindre. En pensant venir avant l'heure, c'est pour ça qu'il était étonné. Oui, c'est vrai qu'on a annoncé 20h30 à cause des déplacements d'horaire. Pour pas changer sans arrêt d'horaire, je voulais pas faire 20h15 et ensuite 20h30. Donc pour l'instant, en vérité, c'est plutôt 20h, 20h15. Mais on va y arriver, quoi. C'est une affaire de quelques semaines. Donc sur les affiches, il y a marqué 20h30, mais considérez que vous avez raison. Vous avez raison, normalement c'est 20h15. Il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, la question vous étiez d'Afka la dernière fois, lorsqu'on était arrivé à la façon dont le Rav Moshe Feinstein a tranché sur oui ou non la mitzvah de vivre en Eretz Israël, le Rav Boshko avait présenté de manière très originale la présentation du Rav Moshe Feinstein, non moins original, qui qualifiait la mitzvah de vivre en Eretz Israël comme une mitzvah existentielle, mais qui relevait d'une forme d'ambiguïté. Ce ne serait pas une mitzvah minat Torah au sens classique, tel que le Ramban, par exemple, le dit clairement, ou comme le dit le Pitrei Teshuvah, qui ramène une flopée de poskim qui sont tous d'accord qu'il y a l'obligation de monter et de vivre en Eretz Israël, exactement comme l'a tranché le Ramban dans sa décision. Mais donc cette originalité a amené le Rav Boshko, respectueusement d'ailleurs, à dire que, avec tout le kavod que l'on doit et que l'on a pour le Rav Moshe Feinstein, qui était un géant absolument monumental et absolument incontestable, sur ce point précis, il a été un peu le reflet de la vision traditionnelle du monde orthodoxe, on va dire non sioniste. Je précise que le Rav Moshe Feinstein n'était pas anti-sioniste, il n'était pas sioniste. C'est très différent dans le monde orthodoxe. La différence entre le monde que l'on peut appeler d'anti-sioniste et le monde asioniste. Lorsque vous parlez, par exemple, des Neturei Karta de Williamsburg, ils sont anti-sionistes. Ce sont ces gens-là qui, le jour de Matzaout, font des manifestations avec drapeau palestinien, etc. Ceux-là, ils sont carrément anti-sionistes. Le Rav Moshe Feinstein n'était pas anti-sioniste, il n'était juste pas sioniste. Il fait partie de cette catégorie, en vérité majoritaire dans le monde orthodoxe, ashkénaze, qui, bien que non sionistes, ils ne sont pas sionistes parce que pour eux, le sionisme, ils voyaient ça avec une certaine prudence. C'est-à-dire, ils constataient qu'il y avait une minorité dans le monde orthodoxe qui était sioniste, notamment chez le Rav Kook, je parle chez le monde ashkénaze. Il y avait la plupart des Sfaradim, même dans le monde rabbinique, qui étaient sionistes, mais il y avait une minorité dans le monde ashkénaze qui était profondément antisioniste, et il y avait une majorité qui était entre les deux. Ils attendaient de voir ce que le sionisme allait donner, grosso modo. D'accord ? Alors, je ne vais pas revenir maintenant sur la dimension purement marloquette, qui est intéressante en soi, mais qui est un autre débat ici. La question ici, elle est vraiment halachique, elle n'est pas idéologique, elle n'est pas scafatite. La question est de savoir est-ce qu'il y aurait une mitzvah, oui ou non, d'habiter à Jérusalem, comme il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. La mitzvah d'habiter en Israël, elle est accomplie sur toute parcelle du territoire, même au regard des plus exigeants. Si déjà on admet l'idée qu'il y a une mitzvah de vivre en Eretz Israël, ce qui est le cas de tous les poskim, en vérité, il n'y a jamais aucun posé qui a dit la mitzvah c'est d'habiter d'Avka ici. Même s'il y a des originaux aujourd'hui qui disent que la mitzvah c'est d'habiter dans une ville de Torah, et bien dans une ville chilonite. Bon, les originaux qui persistent et qui signent et qui pensent qu'ils parlent au nom de la Torah, nous pensons qu'ils sont dans l'erreur, mais c'est aussi un droit de se tromper. Là où c'est plus embêtant, c'est quand ils prétendent parler au nom de Gdolim. Tous les Gdolim, n'est-ce pas, eux ils pensent comme tous les Gdolim, ou tous les Gdolim pensent comme eux, ou ils font parler tous les Gdolim, comme si tous les Gdolim autres qui pensent autrement, ils sont Bichlal, ils sont pas des Gdolim. Ça s'appelle du bourrage de crâne idéologique et pas du tout de la halakha. Mais je referme cette parenthèse-là, importante néanmoins. Qu'est-ce donc qui permet à quelqu'un d'exiger de son conjoint de le suivre à Jérusalem ? Cela prouve en tout cas que la règle qui dit Akol Ma'alim, tous font monter, ne procède pas de l'obligation d'accomplir une mitzvah, mais simplement
d'une dimension qui est propre à l'identité profonde de l'homme, qu'on ne peut pas empêcher de réaliser quelque chose qui est essentiel à sa vie, à ses convictions, en accord avec la volonté de la Torah. Le conjoint qui ne va pas dans le sens de la volonté de la Torah est dans son tort. Et donc, il est possible de remarquer effectivement une analogie avec le commandement, par exemple, du respect des parents. Regardez la page 85. En effet, tout un chacun a, comme vous le savez, l'obligation de respecter son père et sa mère. Kabel et Tabir avait mère. Donc, chacun a le devoir de les écouter. Chacun a le devoir de leur obéir, mais aussi d'agir selon leurs instructions. Or, il est des domaines où ce devoir d'obéissance, malgré toute son effectivité de principe, il y a des domaines où il ne s'applique pas. Par exemple, le Shulchan Aruch do Yoreh De'ah, au paragraphe 240, à la 25, stipule un étudiant, on parle d'un étudiant Torah, qui est persuadé qu'il pourra mieux étudier auprès de tel maître dans telle école, et que son père voudrait empêcher de s'y rendre à cause des mœurs idolâtres des habitants de ses environs, n'est pas tenu d'écouter son père. À préciser tout de suite par rapport à ce qu'on a dit avant, il ne s'agit pas pour habiter en Eretz Israël, il s'agit pour aller étudier la Torah. Évidemment, si déjà tu vas étudier la Torah, tu ne vas pas aller dans un Beth Midrash laïque comme ils ont créé les gauchistes aujourd'hui en Israël. Tu ne vas pas aller dans un Beth Midrash des libéraux. Tu vas dans un Beth Midrash de quelqu'un qui est respectueux de la totalité de la Torah et des Mitzvot. Après, la Shita, chacun choisira la Shita qu'il veut, les doctrines qu'il veut. Mais pour autant, tu dois, dans la mesure où le garçon se sent à l'aise avec tel yeshiva, si ton père est interdit, malgré tout le respect que tu as pour ton père, tu dis, papa, mais j'ai envie d'étudier la Torah, c'est là-bas que je sens que je vais grandir. Je t'en prie, papa, je t'en supplie. Il doit tout faire pour convaincre son père afin de ne pas lui manquer respect, évidemment. Et surtout, évidemment, s'il s'agit Bichlal, d'un garçon qui est majeur. Vous allez me dire que s'il est majeur, il n'a pas l'obligation de respecter son père et sa mère. Oui, il a l'obligation de respecter son père et sa mère. Mais si je suis posé par un autre exemple, que je ne crois pas qu'il va donner leur avis ici, mais qu'on a connu tout récemment, je suppose que maintenant le père, il s'oppose au mariage de l'un de ses enfants. S'il s'oppose au mariage de l'un de ses enfants parce que la personne d'en face est une personne de mauvaise vie, de mauvaises mœurs, on peut éventuellement comprendre. Ou si l'enfant auquel il souhaite qu'il ne se marie pas, c'est un enfant qui a moins de 18 ans, c'est un gamin ou une gamine, on peut comprendre. Là oui, bien sûr, il faut faire appliquer le principe du respect des parents. Mais si l'enfant, il est majeur et vacciné, si l'enfant il est déjà adulte, et que l'enfant veut épouser l'autre, il ne peut pas empêcher. Il peut décourager, il peut tout faire pour... Mais après, au contraire, s'il s'entête, il va repousser son enfant. C'est bien qu'un homme, quand il est amoureux, ou une femme amoureuse, il n'y a plus rien. C'est la meilleure manière de couper les ponts entre des parents et des enfants. Et ça n'est jamais intelligent. Tant qu'on ne peut exercer de manière intelligente et positive une influence sur ses enfants pour qu'ils fassent le bon choix, évidemment qu'il faut le faire. Et évidemment qu'eux doivent écouter dans les termes de respect des parents. Mais ça s'arrête là. Au-delà de cela, on ne peut pas aller au-delà de cela. Si il ou elle est attiré par l'autre et qu'on n'a rien de fondamental à lui reprocher, que peu importe qu'il me plaise ou non, c'est comme ça. On ne peut pas. Vous comprenez l'idée? Alors la même chose ici. Si l'enfant est déjà avancé en âge et qu'il est en mesure de décider d'étudier dans un lieu de Torah qui va être plus... Alors, ça ne s'appelle pas ne pas respecter son père ou sa mère que d'aller étudier dans ce makom-là. Voilà donc un cas. Et tout ça, encore une fois, c'est sur la base d'une référence dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah 240-25. Voilà donc un cas flagrant de désobéissance entre guillemets autorisée. Et le Rama de préciser, le Rama c'est le Rabbi Moshe Serles, le Posek Ashkenaz, de préciser dans ses Haggaot, dans ses notes, et de même, ah ben bravo, Baruchit Kavanti, et de même, si le père veut empêcher son fils d'épouser telle femme,
ce dernier n'est pas tenu d'obéir à son père. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire un nouveau foyer. Un enfant, il se doit de respecter ses parents, mais l'enfant n'est pas la chose de son père et de sa mère. Jusqu'à un certain âge, oui. Le devoir d'obéissance, c'est de tenir compte de ses parents. Mais il y a une limite. Vous imaginez avec tous les parents dont la spécialité est le chantage affectif, jusqu'où ça peut amener, ça? Ça peut amener des enfants à ne jamais se marier. Et on sait de quoi on parle. Hein, on a vu ça. Vous savez quelque chose. Alors les parents n'auraient donc pas le droit de regard sur les études de leur fils ou sur ses projets matrimoniaux. C'est ce qu'on voit d'après ce qui est dit ici par le Rama, et d'abord par le Mehaber et par le Rama. Le commandement donc de respect des parents, qui par ailleurs se présente comme absolu et sans restriction, comme un commandement minatora, hein, ne le serait que dans des domaines spécifiques et généraux, mais pas dans d'autres domaines plus particuliers. Il ne peut donc pas exiger de quelqu'un qu'il abandonne son autonomie complètement et renonce à des aspects fondamentaux pour sa propre existence. Les exemples cités, et je permets une plaisanterie, je n'ai pas l'habitude de faire des plaisanteries pendant un cours de Torah, mais de temps en temps, c'est aussi une bonne chose. Vous connaissez cette histoire qu'on raconte qu'un jour, un homme dit à sa mère, qui était très, très présente, on va dire. On dira même pas de quel pays elle est, comme ça on va vexer personne. Mais voilà, dans un des pays d'Afrique du Nord, où Twarkala, comme on dit, la maman, elle est très présente. Et d'accord, et à chaque fois que le fils, il lui présente quelqu'un, il lui trouve toujours une Allah. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Elle veut garder pour... Alors, le fils, il est enfin tombé amoureux d'une fille. Elle a tout pour elle. Elle est magnifique, physiquement, spirituellement, avec des vraies vertus. Il est tellement heureux, il ne comprend même pas comment Dieu lui a donné ce mérite de rencontrer une femme pareille. Il veut... Évidemment, il sait très bien que si elle ne passe pas en revue par le regard du dictateur de sa mère, que ce serait une catastrophe. Donc, mais il va voir sa mère, il la supplie. Il dit, maman, je t'en supplie, je te préviens. Cette fille-là, je suis sûr de mon choix, je l'aime plus que tout. Je te préviens, si tu t'opposes cette fois en disant que tu es contre ce mariage, je te promets que je quitte la maison et que je ne mets plus les pieds à la maison. Wow, comment tu oses parler comme ça? Oui, j'ose, maman, tu m'as gâché 1000 fois mon bonheur. Cette fois, c'est fini. Alors, elle baisse les bras, elle baisse les yeux, elle dit, très bien, choisis-la. Choisis qui tu veux. Je te promets, mon fils, je ne discuterai pas ton choix. Alors, il lui dit, bon, pour ne pas te tenter et te faire tomber dans le piège, je te dirai pas qui c'est. Je vais venir avec 3 filles différentes. Il n'y en a qu'une des 3 que je voudrais choisir et que je voudrais, voilà. Et après seulement, pour que tu gardes tes remarques et que tes remarques à chaque fois que tu les as mis mal à l'aise, eh bien, alors je te dirai qui c'est. Ça va, mon fils, tu fais comme tu veux. Tu choisiras. Ça y est, maintenant, tu es majeur et vacciné, tu es grand. Il vient, comme prévu, avec 3 filles. Toutes les 3, des filles bien, de bonnes présentations, qui ont toutes les 3 très polies vis-à-vis de la mère. Elles ont été évidemment prévenues. Et donc, il parle de tout, de la pluie, du beau temps, et aussi des choses plus sérieuses, la famille, les enfants, etc. Et finalement, alors maman, comment tu les as trouvées? Bon, elles ont l'air bien tous ces 3 filles. Elle dit, mais est-ce que tu as une idée? De qui? C'est laquelle des 3? Il dit, oui, je crois que j'ai trouvé. Alors, elle dit, c'est qui? Elle dit, c'est celle qui était là-bas à gauche. Mais comment tu as fait pour trouver? Il dit, parce que celle-là, vraiment, je l'aimais pas. Celle-là, je l'aimais pas.
Voilà, bon, c'est une plaisanterie, mais comme vous le savez, dans ce genre de plaisanterie, il y a un petit fond de vérité. Ça s'appelle de... C'est vrai qu'il y a ces mères qui sont comme ça. Non, que Dieu les bénisse. Allez, en tout cas, ça veut dire que j'allais presque dire que c'est civilisationnel. C'est dans l'éducation, c'est dans les gènes, c'est comme ça. Comment? Relis, hein. J'ai moins, honnêtement, moi en tant que rabbin, j'ai moins vu des pères comme ça, mais c'est possible que des pères comme ça, c'est pas mieux. C'est sûr que c'est pas mieux. En tout cas, les exemples cités, maintenant revenons au sérieux. Les exemples cités, chez qui étudier? Ou quelle femme épouser? Concernent des dimensions qui sont essentielles de l'être de chacun. Et l'homme est évidemment juridiquement libre de toute limitation halachique, de nature à limiter sa propre indépendance et à le gêner dans ses délibérations et dans sa prise de décision. Il doit donc aller de même dans le choix. Il doit en aller de même dans le choix d'un métier. On ne peut pas décider à la place d'un enfant quel métier il va faire. On peut l'inciter, on peut l'encourager, on peut l'inciter à certains types de métiers ou tout simplement à un métier sérieux, ça oui, mais pas décider à la place. Tu feras ça et pas... Mieux que ça, il y a des parents, là où ils n'ont pas réussi, eux, à obtenir ce qu'ils voulaient, pour eux, de se voir que leur enfant allait faire ce que eux n'ont pas réussi à faire, ils voient en cela une sorte de réussite par procuration. Mais l'Aziz, tu es rêvé d'être médecin et tu n'as pas réussi et tu veux que ton fils soit médecin, mais tu n'as pas le droit de lui imposer ce que ton rêve à toi. Il a le droit d'avoir son rêve à lui, son ambition à lui. Et la même chose pour tout le reste. C'est le même principe qui opère dans le problème qui nous occupe. Lorsqu'il est dit à Kol Ma'alin, Eretz Israël, tous font monter en Eretz Israël, lorsqu'une personne se trouvant dans la galoute ressent le besoin impérieux de monter en Eretz Israël, besoin qui est justifié à la fois par la valeur intrinsèque du pays et par le désir de son âme, le désir profond de sa neshama, qui y aspire, alors nous ne pouvons pas l'empêcher de réaliser son projet, pas même à cause de son engagement envers sa femme, de vivre sa vie avec elle. Je me souviens, toujours une anecdote, c'est bien de raconter parfois des anecdotes, c'est pas une plaisanterie du tout ça, une anecdote qui vient alimenter notre étude. Un jour, un jeune homme, un ancien du Talmud Torah ici, un garçon qui est toujours brillant et intelligent, il est venu, il me dit, voilà, j'ai dit, vous savez, bon, malheureusement, moi j'ai perdu mon père très très jeune, comme vous le savez, et là je dois prendre une mesure, une décision qui est vraiment pour moi essentielle dans ma vie, et j'ai besoin d'un avis, je ne sais pas vers qui me tourner. Même ma mère, quand je lui ai demandé, elle m'a dit, demande Razi, je peux pas, c'est pas moi qui dois décider à ta place. Je lui ai dit, quoi il s'agit, mon fils? Il dit, voilà, j'ai été admis à Sciences Po, ici, en France. Mais il se trouve que j'ai quand même fait ma demande conjointe, parce que mon rêve, je me suis rappelé de vos cours du Talmud Torah, de la centralité d'Israël, et mon rêve, c'est d'aller habiter en Israël. Et j'ai été aussi admis à Sciences Po en Israël. Alors, la question, elle est plus compliquée que ça. J'imagine que si j'ai le chantrier là-bas, vous allez me conseiller là-bas. Je connais votre amour d'Israël, mais là, ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est qu'en fait, voilà, je connais une jeune fille depuis déjà quelques années, on est très amis, on a l'intention, a priori, de se marier ensemble. Seulement, elle me dit clairement que si je monte en Israël, elle ne me suivra pas. Et elle me dit que pourquoi elle ne me suivra pas? Parce que sa mère, elle est d'un certain âge, et vis-à-vis de sa mère, elle est obligée de rester ici, et donc elle ne pourra pas me suivre si vraiment j'insistais. Alors je lui ai posé la question, elle t'a vraiment dit comme ça? Que si tu insistes pour monter en Israël, elle ne te suivra pas parce qu'elle veut rester avec sa mère? Et il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, alors quitte-la immédiatement. Il m'a dit comment? Il m'a dit, mais j'ai l'impression que c'est pas bien vis-à-vis d'elle. Je lui ai dit, si une femme, avec tout le respect qu'elle doit effectivement garder pour sa mère, elle veut rester avec sa mère et qu'elle n'est pas prête à suivre celui qui sera son mari, de même qu'elle n'est pas prête à le suivre avant le mariage, après le mariage, il en sera de même.
La halakha, elle dit clairement qu'une femme, quand elle épouse son mari, elle doit le suivre dans tous ses faits et gestes au niveau des mitzvot existentiels. Déjà, je vais parler de mitzvah existentielle. Il dit, et je lui souhaite du fond du cœur qu'elle trouve son bonheur, mais si elle considère que son bonheur, c'est de rester là avec sa mère et de t'empêcher à toi de réaliser ton bonheur en Eretz Israël, ben vadaï que la mitzvah de monter en Eretz Israël est beaucoup plus importante. Et tu verras, tu monteras là-bas et tu connaîtras une fille peut-être encore mieux qu'elle. Et bon, eh ben, il était heureux, il m'a dit, vous m'avez enlevé un poids dans mon cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que je me sentais mauvaise conscience, je lui dis aucune mauvaise conscience. Insiste encore plusieurs fois en lui disant, je suis prêt à attendre un peu, je suis prêt, mais il faut que tu viennes là-bas parce que moi, mon avenir est là-bas. Quitte à ce que après. Bon, finalement, pour la petite histoire, pour l'anecdote, Baruch Hashem, il est monté en Israël, il a fait ses études à Sciences Po, il a réussi brillamment, il est devenu officier de Tzahal. Et il a tout réussi. Il a rencontré une fille qui est bien plus proche de la tradition que la précédente. Et alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue la deuxième, j'espère de tout mon cœur qu'elle a trouvé son mazel. Mais Baruch Hashem, il est heureux, il est marié, il est équilibré. Et Baruch Hashem. Et la même chose pour sa sœur, qui a fait le même type de parcours. Et voilà des gens qui ont, au moment voulu, ont pris la décision. Eh ben, la mère en question, puisque le père est décédé, et la mère en question, Baruch Hashem, elle est montée en Eretz Israël parce qu'elle ne pouvait pas rester sans ses enfants. Et Baruch Hashem, elle s'est remariée des années après en Eretz Israël. Et d'ailleurs, c'est moi qui célèbre le mariage aussi, en l'occurrence. Et Baruch Hashem, c'est-à-dire qu'il y a une bracha. On dit, vous savez, que mitzvah, goret mitzvah, vavera, goret avera. Une mitzvah entraîne toujours une mitzvah, une transgression entraîne une transgression. Et donc, une prise d'otage entraîne une prise d'otage, et une libération entraîne une libération. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toute une logique dont il faut s'imprégner, et c'est la raison pour laquelle il faut se battre. Dans tous les cas, il faut se battre pour quitter l'exil, il faut se battre pour mériter de vivre en Eretz Israël, il faut se battre pour mériter celui ou celle que l'on va épouser en Eretz Israël, et il faut se battre aussi pour liquider les ennemis qui prennent en otage. C'est toujours des combats qui rappellent que la centralité d'Eretz Israël, c'est un knémida, c'est un signe régulateur et centralisateur de la vraie Torah qui ramène un juif à ses racines et à son avenir et à celui de son futur bonheur et de ses enfants. Donc, cette notion d'autonomie personnelle, elle est importante, mais encore une fois, voilà une illustration parmi d'autres. Et donc, c'est ce même principe qui opère dans le problème qui nous occupe. Quand on dit, rappelle le Rav Boshko ici, tous sont montés en Eretz Israël. Lorsqu'une personne se trouve dans la galoute, ressent le besoin impérieux de monter en Eretz Israël, besoin qui, encore une fois, est justifié par la valeur intrinsèque du pays et par le désir de son âme, de sa neshama qui aspire. Alors nous ne devons pas l'empêcher de réaliser son projet, pas même à cause de son engagement envers sa femme, de vivre sa vie avec elle. Donc c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. Il est vraiment une illustration parfaite. Vivre en Eretz Israël n'est pas un aspect secondaire de l'existence d'un juif, c'est tout simplement l'objectif idéal. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde ne le fait pas immédiatement. Et ça, personne ne dit le contraire. Pas nous, même pas plus que les autres. Il ne faut pas monter en Eretz Israël lorsqu'il y a tout qui foire. Et lorsqu'on fuit je ne sais quoi et qu'on n'est même pas prêt dans quoi que ce soit. On ne dit pas ça. On n'a pas dit qu'il faut... Certains le disent. Nous sommes un peu plus mesurés parce que encourager à tout prix de monter en Eretz Israël lorsque quelqu'un il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas dans ses... Il n'est pas équilibré, ni dans sa peau, ni dans la Torah, ni dans rien du tout. Dans certains cas minoritaires, effectivement, ça peut être, on va dire, problématique. En tout cas, comment on appelle ça? Ça peut être... dommageable. Ouais, contre-productif. Hop là. Bon, c'est une araignée qui a été envoyée par le Yitzhara pour nous empêcher. Voilà, exactement. Voilà. D'accord? Donc, en effet, vivre en Eretz Israël n'est
pas un aspect secondaire de l'existence juive, mais un objectif primordial. C'est une dimension intrinsèque de son être juif même, de son identité juive. Et bon, ça, c'est de quoi, évidemment, faire sauter à pieds joints sur tous les antisionistes, que ce soit les antisionistes dits religieux, que nous appelons non religieux pour notre part, ou des antisionistes parce qu'ils ont un judaïsme que eux seuls croient éclairé, ou alors un judaïsme honteux et effacé, complètement, je dirais, enrobé d'idéologie idolâtre. En tout cas, c'est une dimension intrinsèque de son être juif même, de son identité juive. En vérité, de l'identité juive de tout juif, même s'il ne ressent pas l'importance de la mitzvah ou qu'il n'en est pas conscient, il y a au fond de lui-même toujours cette identification. C'est tellement vrai que même des gens qui sont d'origine juive et qui vivent au fin fond de certaines contrées, n'est-ce pas, de l'Ouzbékistan ou de tribus africaines, tout d'un coup on découvre parmi les tribus perdues d'Israël des gens qui se sont attirés par la terre d'Israël. On ne peut plus irrationnel, mais c'est comme ça. Donc revenons à notre sujet, son engagement envers sa femme, qui, elle, est insensible à cette dimension de son identité, ne peut l'empêcher de monter en Israël. Et c'est pourquoi il est de son droit et il est dans son droit lorsqu'il voudra le faire, et elle sera dans son tort dans un tel cas. Pas de question pour cela? Alors on passe au sujet suivant, habitat et souveraineté.